La parité en politique existe-t-elle en France? Une loi l'impose depuis 2000 et pourtant. 25 ans après, on fait le point en archives et en data. Hommes-femmes, égalité. Les femmes veulent aussi avoir leur rôle. Ça choque pour l'instant, oui. Parité homme-femme. Il y a trop peu de femmes élues. Remontons à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1944, en plus du droit de vote, les femmes obtiennent le droit d'être élues. Mais cette éligibilité est lente à conquérir. Des tentatives pour favoriser la parité aux élections émergent. En 1982, l'initiative de Gisèle Halimi est particulièrement marquante. Alors députée, elle propose d'instaurer un système de quotas dans les listes aux élections municipales. Les femmes d'agriculteurs, les femmes au foyer sont là, présentes et prêtes à être dans les conseils municipaux. La loi est adoptée, mais le Conseil constitutionnel la censure. La distinction entre candidats en raison de leur sexe est jugée contraire aux principes constitutionnels. Il faut attendre 1999 pour que la Constitution soit réformée après un bras de fer entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Article 3. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Le 6 juin 2000, la loi dite sur la parité est promulguée. Elle impose aux partis politiques de présenter autant de femmes que d'hommes aux différentes élections. Elle sera renforcée par d'autres lois, en 2007 ou en 2014, mais à l'occasion du vote de la loi en 2000, les débats entre partisans et opposants sont vifs. La préoccupation des Français, c'est qu'il y ait des femmes en politique, bien sûr, mais certainement pas qu'on touche aux principes fondamentaux de la République, qui la veut une et indivisible. Les mentalités, elles évoluent très lentement et paradoxalement, je crois que la mentalité des électeurs a été beaucoup plus vite que la mentalité des responsables politiques sur ces sujets. Municipales, législatives, sénatoriales, régionales, européennes, qu'en est-il réellement de la féminisation des mandats politiques en France ? Retour en 1945. Le 29 avril, les Françaises votent pour la première fois à l'occasion des élections municipales, mais très peu de candidats sont élus. En 1947, on compte seulement 0,7% de femmes maires. Échigé, symbole éclatant de la supériorité féminine, possédait en effet une municipalité en jupon où les conseillers étaient des conseillères et où le maire, Madame Enoch, régnait puissance incontestée. Avant même la loi de 2000, le mouvement de féminisation s'est amorcé dans les mairies. À partir des années 1970, la part de femmes maires augmente de plus en plus rapidement, non sans mal. Pas de femmes comme maire, hein. Toutes les 2 élections municipales, la part de femmes maires double. Elle passe de 1,8% en 1971 à 4% en 1983 et à 7,5% en 1995. À partir de 2000, la loi contraint les partis politiques à présenter sur leur liste autant de femmes que d'hommes, uniquement dans les communes de 3500 habitants et plus. Mais dans les faits, la loi est parfois difficile à appliquer. Au-delà des résistances, les partis politiques sont aussi confrontés à un manque de candidates. Il y a 2 choses. Il y a manifestement des partis politiques qui traînent les pieds. L'autre difficulté, c'est d'arriver à motiver des femmes, parce qu'elles ne sont pas sûres de croire en la politique. Nouveauté importante en 2007. Pour éviter que les femmes ne se retrouvent en queue de liste, avec peu de chances d'être élues, les partis doivent désormais respecter une stricte alternance femmes-hommes sur leur liste. Et en 2013, l'obligation de parité s'étend aux communes de 1000 habitants et plus. Quel a été l'effet de ces mesures ? Sur les 4 élections municipales précédant la loi de 2000, la part de femmes maires augmentait en moyenne de 1,4 points. Sur les 4 élections municipales suivantes, l'augmentation est en moyenne de 3 points. 25 ans après le vote de la loi, la part de femmes maires a doublé. Elle est passée de 10,9% en 2001 à 20% en 2020. Aujourd'hui, 1 maire sur 5 est une femme, bien loin de la parité. Quand même, en 2020, se dire qu'à ce point, il reste ce niveau d'inégalité entre les hommes et les femmes. En revanche, les conseils municipaux se sont largement féminisés, avec 42,4% de femmes en 2020. Aux législatives d'octobre 1945, 33 femmes deviennent députées pour la première fois. Elles représentent alors 5,6% de l'Assemblée nationale. Voici l'Assemblée constituante. Dans la cour du Palais, M. Édouard Herriot, président du Parti radical. M. Louis Marin. Et puis des femmes, des communistes et des socialistes.
Mais le nombre de femmes députées décroît ensuite. En 1958, les femmes ne représentent plus que 1,3% des députés et ce chiffre augmente péniblement pour atteindre les 5% en 1981. 3 ans avant la loi de 2000, elle dépasse la barre des 10%. Est-ce que vous avez remarqué une misogynie de la part de vos collègues masculins ? Oui, absolument. Elle se traduit par un comportement agressif de certains députés quand une femme prend la parole. Soit lorsque je suis en commission, soit lorsque je suis en séance, voire lorsque je préside une séance de l'Assemblée. Il m'arrive de recueillir, d'entendre des interjections qui sont assez déplacées. Pour les législatives, la loi de 2000 est seulement incitative. Si les partis ne présentent pas 50% de candidates, ils sont sanctionnés financièrement. Ces pénalités seront augmentées en 2007 et en 2014, mais cela ne dissuade pas tous les partis. Mauvais élève, l'UMP. Le parti présente plus de 70% de candidats masculins. Chaque année, l'UMP perd ainsi plus de 4 millions d'euros pour non-respect de la parité. Quel a été l'effet de ces mesures ? Sur les 6 élections législatives précédant la loi de 2000, la part de femmes élues députées augmentait en moyenne de 1,5 point. Sur les 6 élections législatives suivantes, l'augmentation est en moyenne de 4,2 points. 25 ans après le vote de la loi, la part de femmes députées a triplé, passant de 12,1% en 2002 à 36,1% en 2024. En 2017, l'Assemblée nationale atteint son record de féminisation avec 38,7% de députés avant de reculer lors des 2 scrutins suivants. L'Observatoire des inégalités l'explique notamment par la percée électorale du Rassemblement national aux législatives anticipées en 2024. Le parti ne compte en effet qu'un tiers de femmes élues à l'Assemblée nationale. Passons maintenant au Sénat. En 1947, 22 femmes y siègent parmi les 315 sénateurs, mais leur nombre régresse ensuite. En 1999, le Sénat, à majorité de droite, bloque d'abord la révision de la Constitution. Sénateurs, n'ayez pas peur, vous survivrez à la parité. La loi du 6 juin 2000 s'applique aussi à cette Chambre. Elle ne concerne que les départements élisant au moins 3 sénateurs. Et le Sénat part de très loin. Nous ne sommes que 19 femmes sur 321 sénateurs. Ça montre bien l'ampleur du problème. Quel a été l'effet de ces mesures ? Entre 1952 et 1998, le nombre de sénatrices dans la Chambre haute oscille entre 2 et 6%. Après le vote de la loi, la part de sénatrices passe la barre des 10% en 2001. 25 ans après le vote de la loi, la part de femmes sénatrices a été multipliée par 3,5. En 2023, on dénombre 36% de sénatrices. Leur nombre augmente également plus vite. Alors qu'entre 1977 et 1998, la part de sénatrices augmentait en moyenne de 0,4 points tous les 3 ans, depuis 2001, l'augmentation est en moyenne de 3,8 points. Cependant, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes dénonce en 2018 les stratégies anti-parité des partis politiques pour contourner la loi. Malheureusement, au Sénat, on assiste à cette multiplication des listes et au fait que des hommes sont tête de liste. Tout ça aboutit à ce qu'au final, il y ait beaucoup plus d'hommes élus que de femmes. Retour en 1986, date des premières élections régionales. Moins d'un conseiller régional sur 10 est alors une femme. Parmi elles, Roselyne Bachelot, dans les Pays de la Loire. Je remarque que contrairement à ce que disent certains, les femmes ne sont pas des femmes potiches, mais ce sont des femmes qui ont un vécu d'élu, un vécu de responsable associatif, donc qui vont remplir demain, quelle que soit par ailleurs leur couleur politique, un véritable rôle au sein du Conseil régional. La loi de 2000 est renforcée en 2003. L'alternance stricte femmes-hommes est instaurée pour les listes des élections régionales. Madame Martignoux. Présente. Madame Monique Young. Présente. Presque autant de présentes que de présents, 23 femmes sur un total de 47 conseillers, conséquence de la loi sur la parité votée en 2000. Quel a été l'effet de ces mesures ? La loi sur la parité a produit des effets quasi immédiats sur les conseils régionaux où la tendance paritaire se confirme d'élection en élection. Alors qu'elle n'était que 9% en 1986, la part de conseillères régionales se stabilise autour de la parité en atteignant 48,6% en 2021.
Si les conseils régionaux se sont rapidement féminisés, c'est loin d'être le cas des présidences de région. Une situation dénoncée par Marie-Guide Dufay en 2013. Il n'y a alors que 2 présidentes de région, elle en Franche-Comté et Ségolène Royal en Poitou-Charentes. Je pense que nos partis ne font pas non plus peut-être tout à fait le travail qu'ils devraient faire pour promouvoir suffisamment tôt les femmes et les mettre en responsabilité. Aujourd'hui, parmi les 18 présidents de régions françaises, 5 sont des femmes. 1979. Pour la première fois, les députés européens sont élus au suffrage universel direct. 22% des élus français sont alors des femmes et Simone Veil devient la première présidente du Parlement européen. Nous pensons en tant que femmes et en tant que socialistes que le Parlement européen sera effectivement un terrain de lutte pour les femmes. Aux élections de 1994, Michel Rocard présente la première liste paritaire pour le Parti socialiste. On parle alors de liste Shabada-Bada, en référence à la musique originale du film de Claude Lelouch, Un homme et une femme. Dans un premier temps, l'idée du quota m'a profondément heurtée. Mais en regardant autour de moi, j'ai pu voir combien, d'une façon générale, il était difficile aux femmes de s'affirmer. La stricte alternance femmes-hommes s'impose dès 2000 pour les listes des élections européennes. Quel a été l'effet de la loi ? La barre des 50% sera franchie en 2019. Sur les 5 élections européennes précédant la loi de 2000, la part de Français élus eurodéputés augmentait en moyenne de 4,5 points. Sur les 5 suivantes, l'augmentation est en moyenne de 2,1 points, mais les eurodéputés françaises étaient déjà très nombreuses. Alors qu'entre 1979 et 1999, les femmes représentaient en moyenne 27,2% des eurodéputés français élus, leur part est passée de 45% en 2004 à 50,6% en 2024. Au-delà des quotas, la loi sur la parité a-t-elle permis un changement des mentalités à l'égard des femmes en politique ? Selon l'Observatoire des inégalités en 2024, l'imposition de quotas a, je cite, accéléré le mouvement d'égalisation. Il nuance toutefois, les postes de décision restent souvent l'apanage des hommes. Plusieurs champs du pouvoir illustrent cette lente évolution des mentalités. Seules 2 femmes ont occupé le poste de première ministre. Édith Cresson, au début des années 90, et Elisabeth Borne, 30 ans plus tard. C'est seulement en 2022 que Yaël Braun-Pivet devient la première présidente de l'Assemblée nationale. Et il a fallu attendre 2007 pour qu'une femme, Ségolène Royal, accède au second tour de la présidentielle, 10 ans avant Marine Le Pen.